L'armée de Poutine n'est plus une armée. C'est un appareil autodévoreur, paniqué et insurrectionnel. Une désintégration sans précédent est en train de se produire au sein des rangs de l'armée russe. Un rapport publié le 18 octobre 2025 par la direction principale du renseignement ukrainien et le projet Oxenfront Intelligence Insight documente comment l'épine dorsale du régime de Poutine a été brisée. Les chiffres révèlent non pas un effondrement, mais l'anatomie d'une panique totale. En seulement 9 mois, entre novembre 2024 et juillet 2025, plus de 25 000 soldats russes ont déserté d'un seul district militaire, le district militaire central. L'aspect le plus mortel de cette désintégration sans précédent est qu'elle provient d'un seul district militaire. Ce n'était pas une fuite, c'était simplement l'effondrement du système de l'armée russe. Et ce n'est que la partie émergée de l'iceberg. Une analyse croisée par des sources indépendantes, telles que le projet OSENT basé en Ukraine pour les insights sans renseignement et Agency.news, confirme que la crise est systémique. Le taux de désertion a doublé dans l'ensemble de l'armée. D'ici la fin de l'année, 70 000 soldats, soit environ 10% de l'ensemble des forces déployées, devraient fuir les lignes de front. Cette structure massive, autrefois présentée comme invincible et prétendue être la deuxième plus grande armée du monde, se transforme maintenant en un tas de décombres, tandis que ses propres soldats fuient les lignes de front avec leurs armes. Pour comprendre à quel point cette situation est dangereuse et critique pour l'armée russe, nous devons d'abord l'examiner d'un point de vue historique. Les analystes du projet Frontelligence ont averti que le taux de désertion de 10% présente une ressemblance dangereuse avec l'un des moments les plus critiques de l'histoire russe. En 1917, pendant la Première Guerre mondiale, le taux de désertion dans l'armée tsariste russe a atteint 14%, ce qui fut l'un des principaux facteurs menant à l'effondrement total de l'armée et à la révolution bolchevique subséquente. Des soldats armés, en colère et indisciplinés, fuyant les lignes de front, ont déclenché le chaos sur le front intérieur et détruit l'autorité du régime. L'armée de Poutine approche de ce seuil mortel qui a renversé le régime tsariste. Cette situation est ce que les historiens militaires appellent un effondrement moral. Un autre parallèle qui vient à l'esprit est les dernières années des États-Unis dans la guerre du Vietnam. À cette époque, l'insubordination, les attaques contre les officiers, le fragging et les désertions ont augmenté parmi les soldats qui comprenaient l'inutilité de la guerre. Cependant, même les taux de désertion au Vietnam étaient inférieurs à l'exode à l'échelle industrielle que la Russie connaît actuellement. La situation en Russie progresse à un rythme inédit même pendant les moments les plus désespérés de la Seconde Guerre mondiale. Par exemple, la 6e armée allemande encerclée à Stalingrad. Dans ces cas, la loyauté idéologique ou la discipline de fer empêchait la désintégration jusqu'au dernier moment. Aujourd'hui en Russie, ni l'idéologie ni la coercition ne peuvent arrêter cet exode massif. Alors, pourquoi des dizaines de milliers de soldats risquent-ils leur vie, bravant à la fois les lignes ennemies et la colère de leurs propres commandants pour fuir le front? Pour comprendre cet effondrement massif, nous devons décrypter couche par couche l'anatomie de l'effondrement telle que révélée par la fuite du GUR et corroborée par les déclarations des soldats au front. Car ce que nous voyons parmi les soldats russes n'est pas une question de lâcheté, c'est la forme la plus nue de l'instinct de survie sous des conditions insoutenables. Le rapport du GUR liste clairement les principaux catalyseurs derrière les désertions, chacun servant de preuve d'un échec systémique. Premièrement, des conditions de service insoutenables et un harcèlement populaire, un problème chronique dans l'armée russe. Ce n'est pas un sacrifice patriotique comme dépeint dans les films de propagande. Pire encore, ces conditions sont aggravées par le harcèlement populaire, ou dedovchina, le cancer chronique de l'armée russe. Cela signifie que les soldats sont privés des normes de vie de base dans les tranchées. Plus important encore, la hiérarchie officieuse systématique et violente connue sous le nom de dedovchina, où les soldats vétérans maltraitent les nouveaux venus, est devenue encore plus brutale sous le stress de la guerre. Cette culture systématique, sadique et populaire de harcèlement imposée par les soldats vétérans aux nouveaux venus s'est transformée en pure brutalité sous le stress impitoyable de la guerre dans les unités en première ligne. Avec l'affaiblissement de la chaîne de commandement, cette hiérarchie officieuse et brutale a remplacé la hiérarchie officielle. Les soldats luttent non seulement contre le feu ennemi, mais aussi contre la brutalité imprévisible de leurs propres commandants et camarades d'armes. C'est une attrition psychologique dans sa forme la plus pure. Les soldats en sont venus à craindre leur propre unité plus que l'ennemi. Les soldats russes font face à une lutte pour la vie et la mort dans des conditions véritablement médiévales. Deuxièmement, et peut-être le plus important, c'est la pénurie catastrophique de ravitaillement.
Ce n'est pas un dysfonctionnement logistique, mais un abandon total. L'effet combiné des attaques stratégiques ukrainiennes sur les raffineries russes et des sabotages sur les lignes internes a complètement coupé les lignes de carburant et de ravitaillement vers le front. Nous parlons d'une ligne de front où les soldats n'ont pas reçu de nourriture fraîche depuis des semaines, où les fournitures médicales les plus basiques, comme les garrots et les analgésiques, sont indisponibles, et où les munitions sont rationnées. Les soldats en arrivent littéralement au point d'abandonner leur position en raison de la faim et du manque de soutien. La machine de guerre russe perd rapidement sa capacité à nourrir et équiper ses propres troupes de première ligne. Alors, quelle est la cause profonde de cette pénurie? Ce n'est pas seulement un dysfonctionnement logistique causé par des camions qui n'atteignent pas le front. C'est beaucoup plus profond, lié à l'effondrement structurel de l'économie de guerre russe elle-même. Un soldat au front à court de munitions commence par une ligne de production qui s'arrête dans une usine à des kilomètres derrière les lignes. Les sanctions occidentales ont largement coupé l'accès aux composants critiques, aux micropuces, aux pièces de machines avancées, aux produits chimiques spécialisés nécessaires à l'industrie de défense russe. Bien que l'industrie russe essaye de se procurer ces pièces auprès de pays comme la Chine et la Corée du Nord, cela n'est pas suffisant pour que les systèmes obsolètes hérités de l'ère soviétique soutiennent une guerre moderne. En conséquence, la production d'obus d'artillerie est bien en deçà des objectifs promis, tandis que la production de nouveaux chars et véhicules blindés est tombée au niveau de la remise en état de vieux systèmes sortis des stocks. Deuxièmement, il y a le problème d'acheminer la petite quantité de matériel produit jusqu'aux lignes de front. Les attaques à longue portée et systématiques de l'Ukraine sur les nœuds ferroviaires, les ponts et surtout les raffineries de pétrole à l'intérieur des frontières russes ont paralysé la logistique russe. Il faut maintenant des semaines, voire des mois, pour qu'un train de munitions ou un convoi de carburant atteigne le front. Lorsque ces deux facteurs, la pénurie de production et la paralysie logistique, se combinent, le commandant au front n'a plus qu'une option. Cela nous amène au troisième et dernier coup mortel. Pour compenser la puissance de feu qui ne peut être compensée par la technologie, les munitions et les véhicules blindés, ils recourent à leur seule ressource restante, les vies humaines. Des missions suicides que les soldats appellent entre eux Miasnie Shturmi ou assaut de viande. Des groupes de soldats faiblement entraînés, mal équipés, principalement mobilisés, sont envoyés en vague pour mourir contre les positions bien protégées de l'Ukraine sans soutien d'artillerie ou blindés, uniquement pour user la défense ukrainienne et gaspiller ses munitions. L'objectif tactique est moins important que la survie des soldats. Les soldats refusent maintenant ouvertement ces missions suicides parce que ce n'est pas une guerre, c'est un ordre d'exécution signé par leur propre commandant. Les assauts de viande ne sont pas un choix, mais le dernier recours d'une armée industriellement en faillite. Les soldats désertent non seulement en raison de la cruauté de leur commandant, mais aussi parce que le système économique à Moscou ne peut pas leur envoyer une balle ou une boîte de conserve. Cependant, il y a une autre face à l'équation. Les facteurs attractifs qui les attirent loin des lignes de front. L'Ukraine mène un projet appelé « Je veux vivre ». Ce projet est un système multicanal qui indique aux soldats russes comment se rendre en toute sécurité. Le renseignement ukrainien diffuse ce message en infiltrant les fréquences radio utilisées par les soldats russes, en plaçant des publicités ciblées sur les plateformes de médias sociaux, et même en larguant des tracts sur les lignes de front. Ce système fait une promesse simple à un soldat russe. Si vous vous rendez, vous serez traité conformément à la Convention de Genève. Vous survivrez et vous serez en sécurité jusqu'à la fin de la guerre. Ce projet change complètement l'équation à laquelle font face les soldats russes. D'un côté, il y a l'option russe. Aller à un assaut de viande sous les ordres de son commandant, où il mourra à 100% ou être exécuté s'il désobéit. De l'autre côté, il y a l'option ukrainienne. Se rendre et rester en vie en disant « Je veux vivre » à un drone ou sur une fréquence spéciale, même si c'est risqué. Les rapports du GUR montrent que certains des soldats déserteurs ont activement contacté le côté ukrainien via ce projet. C'est une victoire technologique et psychologique. L'Ukraine ne détruit pas seulement l'armée russe coûteuse avec des missiles coûteux, mais elle la démantèle de l'intérieur à son point le plus faible en appelant à l'instinct de survie basique de ses soldats. Les analystes OSINT, tels que Frontelligence Insight, confirment également un changement de tendance critique dans cet effondrement. En 2022 et 2023, la plupart des cas de désertion impliquaient des soldats nouvellement mobilisés qui n'avaient jamais vu le combat, fuyant des bases d'entraînement arrière ou des garnisons permanentes. Cependant, cette dynamique a complètement changé en 2025. Selon le dernier rapport du GUR, presque tous les déserteurs fuient soit directement des lignes de front, soit des hôpitaux militaires où ils ont été envoyés en tant que blessés.
C'est une preuve claire que la panique a maintenant saisi non seulement les recrues, mais aussi les unités expérimentées sur les lignes de front elles-mêmes et que la confiance dans la structure de commandement a été complètement érodée. L'acte de déserter depuis la ligne de front elle-même est un sujet d'analyse séparé, révélant à quel point l'effondrement est profond. Un soldat préférant la menace d'exécution des unités de blocage derrière lui et de son propre commandant au feu ennemi devant est un moment de folie, un échec de la pensée rationnelle. C'est une équation où le soldat n'a plus rien à perdre, où les deux options signifient la mort. Mais l'évasion offre au moins une petite chance de survie. L'évasion des hôpitaux est une autre manifestation du système d'utilisation et de jet du régime. Un soldat gravement blessé sait qu'après avoir reçu le traitement le plus basique, il sera renvoyé au combat dans le hachoir à viande dès qu'il sera suffisamment rétabli. Ce n'est pas une récupération, mais un report d'exécution. Par conséquent, des soldats avec des bras et des jambes bandés, essayant de se fondre dans la vie civile en trouvant des vêtements civils et en sautant par les fenêtres des hôpitaux au milieu de la nuit, n'est pas de la lâcheté, mais un effort désespéré pour survivre. Mettons en contexte le chiffre de 25 000 déserteurs du district militaire central. C'est plus que la force totale de l'armée professionnelle de nombreux pays européens. Cela signifie qu'en 9 mois sous un seul commandement, plusieurs divisions ou noyaux ont littéralement évaporé. Cela va au-delà d'une crise logistique. C'est une catastrophe de commandement et de contrôle, un arrêt du système. Il n'y a plus de soldats pour donner des ordres, ni d'unités pour les obéir. Ce déficit humain massif de 70 000 sur les lignes de front force le Kremlin à prendre l'étape qu'il craint le plus. La solution que le régime a trouvée pour arrêter cette hémorragie au front est le mouvement le plus dangereux qu'il a évité depuis le début de la guerre, une déclaration de mobilisation totale, plus partielle. Cependant, cela est complètement différent de la mobilisation de 2022. À l'époque, le régime s'est concentré sur le recrutement de soldats principalement des zones rurales et des minorités ethniques. Maintenant, en octobre 2025, il a jeté son dévolu directement sur l'avenir de la Russie, à savoir l'ensemble de la population masculine jeune, entre 18 et 30 ans, pour combler le vide créé par la vague de désertion. Cela signifie que le groupe démographique le plus susceptible d'éviter la guerre, vivant dans des métropoles comme Moscou et Saint-Pétersbourg, sera envoyé aux lignes de front pour des assauts de viande. Le Kremlin sait que ce nouveau mouvement déclenchera une panique interne beaucoup plus grande qu'en 2022. Cette année-là, des centaines de milliers de jeunes hommes éduqués ont fui le pays en se précipitant aux frontières. Pour éviter de répéter la même erreur, le régime combine maintenant une décision militaire avec un blocus civil. Des sources médiatiques indépendantes et des rapports OSEN de l'intérieur de la Russie confirment que le Kremlin a introduit en urgence un nouveau projet de loi en octobre 2025. En vertu de cette loi, tous les citoyens masculins entre 18 et 30 ans sont strictement interdits de quitter le pays jusqu'à nouvel ordre. Ce n'est pas seulement un appel aux armes, c'est la transformation du pays en une prison à ciel ouvert. Il a été documenté que le FSB, le service de renseignement interne russe, a envoyé des listes d'interdiction de sortie contenant les noms de millions de jeunes gens potentiellement mobilisables à tous les points de contrôle des aéroports et des frontières terrestres. C'est une admission que le régime ne fait plus confiance à son propre peuple du tout. Incapable d'arrêter les soldats fuyant le front en les exécutant, le régime essaie maintenant de piéger ceux qui n'ont pas encore été envoyés au front en verrouillant les portes du pays. Ce n'est pas un appel au patriotisme, c'est une opération de prise d'otages menée par l'État, détruisant les derniers vestiges du contrat social sur le front intérieur. Cependant, cette stratégie révèle également la désespérance du Kremlin et une misconception fondamentale. La nouvelle vague de mobilisation vise à compenser non seulement les pertes sur le terrain, mais aussi les taux de désertion records. Les rapports du GUR confirment que même les soldats expérimentés déjà dans le système, 25 000 d'une seule région, fuient ces conditions. Maintenant, le Kremlin prévoit de forcer plus de 130 000 nouveaux jeunes, extrêmement réticents et complètement aliénés, dans ce même système brisé où règnent les assauts de viande et les pénuries matérielles. Il est inévitable que beaucoup de ces nouveaux soldats, peut-être 15 à 20 000, tentent de déserter à la première opportunité une fois envoyés au front. Par conséquent, cette mobilisation n'est pas un mouvement qui résoudra ni les pertes ni les désertions. C'est simplement un mouvement de panique qui irrite davantage la jeunesse russe et rapproche encore plus le point d'explosion sur le front intérieur. Cette vague de désertion massive et de panique n'est pas apparue du jour au lendemain. C'est l'étape finale d'une crise qui a grandi étape par étape. Lorsque nous examinons la chronologie de l'effondrement, nous pouvons clairement voir comment le désastre s'est approché étape par étape.
comment les signes d'avertissement ont été ignorés et comment le système s'est effondré sous son propre poids. Premièrement, des documents militaires examinés par Agency.News en 2024 ont révélé qu'il y avait environ 3196 cas de désertion enregistrés tout au long de cette année. À l'époque, ces chiffres ont été largement rejetés par le Kremlin comme des incidents isolés. C'était la dernière période où le système pouvait encore maintenir le contrôle par la propagande. Cependant, 2025 fut le point de bascule. Selon l'analyse de la même source, en seulement la première moitié de 2025, de janvier à juillet, le nombre de soldats qui ont déserté a atteint 3480, surpassant l'ensemble de l'année précédente en seulement 6 mois. Cela montrait que le taux de désertion avait effectivement doublé. Certains rapports OS et OAN ont documenté que dans certaines unités, particulièrement dans les zones de conflit les plus chaudes, comme le Donetsk, le taux de désertion a augmenté de 6 fois en 1 an et demi, et même de 10 fois sur une base mensuelle. C'est une preuve mathématique de la rapidité avec laquelle les conditions au front sont devenues insoutenables. Et enfin, le rapport du GUR, daté du 18 octobre 2025, est arrivé. Plus de 25 000 déserteurs d'une seule région militaire en seulement 9 mois. Ce nouveau chiffre éclipse toutes les données précédentes et prouve que la crise est passée d'un problème à une avalanche incontrôlable. Cela révèle également que les chiffres documentés par les sources ouvertes ne sont que la partie émergée de l'iceberg. Ce qui rend cet événement si dangereux pour le régime russe n'est pas seulement la perte de soldats au front. Le vrai danger réside dans la manière dont ces soldats ont déserté et l'effet d'ondulation que cela a créé dans les régions intérieures de la Russie. Le rapport du GUR documente spécifiquement que dans au moins 30 cas, les soldats ont déserté avec des armes et du matériel militaire. C'est un détail très critique. Cela signifie que ce n'est plus seulement un soldat non armé fuyant les tranchées, mais un soldat pleinement équipé, entraîné, en colère et surtout sans rien à perdre, avançant dans l'intérieur de la Russie. Cette situation transforme instantanément un problème de discipline militaire en une crise massive de sécurité intérieure. Les unités de sécurité intérieure de la Russie, le FSB et la Rosgvardia, la garde nationale, déjà opérant à capacité maximale en raison des sabotages ukrainiens, des activités partisanes et des troubles internes, doivent maintenant poursuivre des milliers de déserteurs armés et dangereux. Imaginez le chaos que ces fugitifs créeront à l'intérieur de la Russie. C'est le moment où l'autorité de l'État et sa promesse de sécurité sont réduites à zéro aux yeux des citoyens ordinaires. Les citoyens verront que le soldat censé les protéger est maintenant devenu une menace pour eux. Cela crée le potentiel d'un chaos imprévisible, sans leader et généralisé sur le front intérieur de la Russie. Alors, comment le Kremlin et les commandants sur le terrain essaient-ils d'arrêter cette vague massive de rébellion ? Avec des tribunaux militaires, des peines de prison, de la propagande et des discours patriotiques? Des rapports numériques montrent que le régime a recours à la seule méthode qu'il connaît pour arrêter cet effondrement. Une terreur impitoyable et systématique. À la fois le GUR et des analystes OSINT indépendants ont documenté de multiples cas confirmant que les commandants russes mènent systématiquement des exécutions extrajudiciaires, de la torture et des exécutions simulées sur des soldats au front, sans ordre judiciaire. Cela montre que les méthodes disciplinaires brutales, autrefois attribuées au groupe de mercenaires Wagner de Prigojine, sont maintenant devenues une procédure standard pour l'armée russe régulière. La preuve la plus concrète de ces exécutions est apparue dans des rapports internes russes, à nouveau saisis par le GUR. Ces documents révèlent une nouvelle et glaçante catégorie listée comme cause de décès. Désobéissance aux ordres. Ce n'est pas du jargon militaire, c'est une admission. Elle ne mentionne pas le feu ennemi ou perdu au combat comme cause de décès. Elle indique directement la désobéissance. Le GUR a identifié au moins 30 cas de soldats fusillés pour désobéissance. Alors, pourquoi les commandants recourent-ils à des mesures aussi extrêmes? Parce qu'eux-mêmes sont sous pression de Moscou. Un général qui ne peut pas tenir la ligne de front ou imposer un ordre d'attaque risque d'être qualifié de traître par le ministère de la Défense le lendemain. C'est une version moderne des détachements de blocage staliniens de la Seconde Guerre mondiale. L'objectif n'est pas d'assurer la discipline militaire, mais d'imposer une obéissance absolue par la peur. Cependant, cette stratégie produit l'effet inverse, et c'est la goutte d'eau finale dans la crise. Les rapports montrent que ces exécutions brutales augmentent les désertions plutôt que de les arrêter, car l'équation a changé pour le soldat. Si je vais dans le hachoir à viande, mes chances de mourir sont de 100%. Si je désobéis, je pourrais être exécuté, mais j'ai aussi une chance de m'échapper et de survivre.
Dans cette situation, la désertion devient une option plus rationnelle que d'aller vers une mort insignifiante. Le régime est tombé dans son propre piège. Les exécutions qu'il utilise pour maintenir le contrôle sont devenues du carburant pour la rébellion, menant à une perte de contrôle encore plus rapide. Ces événements vont bien au-delà d'un échec tactique sur les lignes de front. C'est l'effondrement du dernier et du plus important pilier sur lequel repose le régime de Poutine, l'armée. Quand une armée commence à exécuter ses propres soldats pour avoir refusé des missions suicides, cette structure n'est plus une chaîne de commandement, mais un dispositif de chaos et de peur. La discipline a été complètement détruite. Le commandement est basé non pas sur le consentement ou la hiérarchie, mais uniquement sur la peur momentanée au bout du canon d'un fusil. Et comme nous l'avons vu, cette peur n'est plus suffisante. Le contrat social tacite de Poutine avec le peuple russe s'appliquait également à l'armée. Ce contrat était « Combattez pour l'État, et en retour, nous vous fournirons l'honneur, le salaire, le statut et au moins l'équipement de base pour survivre. » Avec cette dernière vague de désertion et d'exécution, ce contrat a également été déchiré et jeté. Tout comme le régime a échoué à protéger les civils dans des villes comme Belgorod, il ne peut plus protéger ses propres soldats sur les lignes de front, ni même répondre à leurs besoins de base. Les soldats se voient maintenant promettre non pas l'honneur, mais des assauts de viande, non pas le salaire, mais la famine, non pas l'équipement, mais l'exécution par leur propre commandant pour insubordination. C'est ce que les analystes appellent une rupture sérieuse. Malgré des peines sévères et la menace d'exécution, l'augmentation des désertions montre que le moral a chuté et que les soldats ont rompu tous les liens avec le régime. En conséquence, l'armée russe est détruite non par l'Ukraine, mais par ses propres commandants,